Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous avez des questions, c'est dans Salon de thé. Il y a Romain qui regardera pour répondre à vos questions ou résoudre vos problèmes. Alors, aujourd'hui, deux invités d'honneur. On a la chance d'avoir Adrien, ce fameux chasseur de MM200, et la Rose que vous connaissez, la Rose qui est l'un des meilleurs day et swing traders. Déjà, bah, merci à vous d'être ici. Merci à vous de venir, de prendre de votre temps pour parler en Discord avec nous. Et j'espère qu'on va passer en revue plein de choses très intéressantes pour la communauté et même pour nous-mêmes. Avec plaisir. Merci à vous les gars pour l'invite. Bah, de même, merci à tous d'être présents ce soir. Merci pour l'invitation. Et puis, merci de prouver que je suis encore en vie sur Twitter malgré mon compte un peu mort ces derniers temps. Mais non, personne peut t'oublier, Adrien. Écoute, alors justement, puisque tu as la parole, eh bien, ce qu'on te propose, c'est de te représenter un petit peu comme tu le souhaites à la communauté. D'accord? Eh ben, volontiers. Alors, brièvement, je m'appelle Adrien Picot, j'ai 25 ans. Je viens de terminer mes études en droit des marchés financiers, donc je suis juriste de formation. Je trade les cryptos depuis 2016, les actions depuis septembre 2019. Je me formais en gros depuis début 2018, fin 2017 sur les actions principalement. Et j'ai plutôt un profil trend following, donc suivi de tendance moyen-long terme. Pendant l'année 2020, j'ai fait exclusivement du trend sur action. Et 2020, bah, j'ai essayé de me diversifier en ayant une approche, je vous expliquerai un peu swing following. C'est un mix entre du swing mais sans TP, donc plutôt du trend. Et un petit peu d'intraday aussi par-ci et là. J'ai commencé à travailler dans une société d'édition financière à Lausanne en Suisse depuis la fin de mon Master 2, c'est-à-dire en juillet de cette année. Voilà dans les grandes lignes. Ok, Très bien. super. Super, super, merci beaucoup. Et alors bah, maintenant, Olivier, si tu sais te présenter aussi en quelques mots. Ouais, donc moi c'est Olivier, la Rose Trading sur Twitter, mais dans la vraie vie j'ai un prénom et un nom. Euh, donc Olivier, j'ai commencé sur les marchés. T'as quel âge toi Vince? T'as 21 ans de mémoire? 22, moi. Ah voilà. J'ai commencé à 21 ans, donc à peu près au même âge que toi. Ça a été un petit peu laborieux, voire très laborieux au début, puisque j'ai pas été rentable avant 2008, je dirais, en sachant que j'ai commencé en 2004. Bon, 2008 a été une année particulière parce que les indices avaient fait moins 40%, mais ça a été un petit peu compliqué au début et bah, du coup ça m'a donné la volonté quand même de m'accrocher, de trouver mon style de trading qui me correspond. Et là, depuis un certain nombre d'années, bah, maintenant j'arrive à être rentable tout le temps. Donc ça c'est pour la partie bourse. Donc c'est ma grande passion, on va dire, une de mes grandes passions. Et après sur la partie privée, donc je travaille dans la finance depuis que j'ai 25 ans. J'ai d'abord travaillé dans un grand groupe bancaire et j'ai fait plusieurs missions. J'ai été conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé sur les dernières années. Et là, depuis quelques mois, j'ai intégré le réseau Alliance, dans le réseau qu'on appelle Alliance Expertise et Conseil, où je fais de la gestion de patrimoine avec mes clients. L'idée, c'est de les aider à gérer, développer et transmettre leur patrimoine. Voilà les grandes lignes. Et après, ça me permet en plus de rester connecté sur les marchés parce que on a beaucoup de produits intéressants chez Alliance, notamment sur les contrats d'assurance vie. Donc, je suis connecté en permanence et ça me permet d'avoir un œil sur les marchés tous les jours. Ok, c'est chouette, super. Bah, déjà, merci parce que tu me rassures sur le fait que même étant jeune, on a encore un peu le temps avant d'être rentable. Ouais, Mais on a bien fait de t'inviter aujourd'hui. Euh, c'est ça. je vais me laisser Bah, en encore plus, un peu de temps. ouais, puis à l'époque, il y avait aucune l'accès à l'information, c'était hyper compliqué. Enfin, en 2004, tu avais un site d'information, c'était Boursorama. Ok, donc voilà, maintenant, Olivier, toi, quels sont les indicateurs, les patterns que tu utilises le plus? Par exemple, est-ce qu'il y en a qui te font rentrer systématiquement en position sur une valeur? Voilà, c'était un peu l'objet de cette question, et puis on fera pareil pour Adrien. Bon, alors moi c'est assez classique. Enfin déjà pour répondre à ta deuxième question dans la première question, il n'y a pas d'indicateurs qui me font rentrer systématiquement parce que ça va dépendre des conditions de marché. Ça change tout le temps. Là par exemple cette année, si je dois résumer 2021, eh ben, les breakouts marchent pas forcément alors que c'est quelque chose qui marchait très bien en 2020.
Donc un indicateur qui marche sur une année ne marchera peut-être pas forcément l'année suivante. Sinon je reste sur des choses assez simples, c'est-à-dire des canaux. J'essaie d'acheter sur des supports, vendre sur des résistances ou jouer le dépassement des résistances. Je regarde beaucoup les volumes. Le MACD, j'aime bien aussi. Et principalement sur des unités courtes. 15 minutes, 1 heure et une journée. Après, je vais rarement à la semaine. J'y vais quand les bougies sont énormes pour avoir un point de repère, mais c'est pas... Ça, c'est peut-être plus la façon de trader d'Adrien. Je me suis pas mis à l'Ishimoku, j'ai pas vu de plus-value. Après, je suis certainement pas le meilleur en analyse technique, j'ai de bonnes bases, je pense, mais en tout cas, j'ai trouvé des signaux qui fonctionnent pour moi, donc je cherche pas forcément à me perfectionner. J'ai plutôt cherché à me perfectionner sur la partie analyse fondamentale que je couple en règle générale avec l'analyse technique. D'accord. Et donc toi, ce serait par exemple plus acheter sur cassure de résistance pour rentrer, voilà, sur... C'est ça. Okay. Après, j'essaie d'identifier un titre qui m'intéresse et après, une fois que j'ai repéré ce titre-là, je vais regarder à quel moment je vais rentrer. Donc, c'est pour ça que je passe souvent en 15 minutes pour essayer d'avoir le meilleur point d'entrée. Et en 15 minutes, ça va être une accélération des volumes et avec, par exemple, un breakout ou une ligne baissière qui est coupée à la hausse. Et après, ça me permet d'optimiser au maximum mon point d'entrée. D'accord. Oui, c'est un peu le système, on va dire, de trading de Romain. Romain qui est beaucoup sur achat de résistance, de support, etc. Donc c'est vrai que là, vous rejoignez. Ok. Et sinon, niveau, par exemple, canal baissier, etc., tu attaches une importance particulière ou pas du tout? Alors si, parce qu'en règle générale, les canaux baissiers finissent par... les cours finissent par repartir, casser ce canal baissier justement pour repartir dans le nord. Donc c'est quelque chose que je regarde, mais c'est pas du tout c'est pas mon trading préféré. Moi j'ai plutôt limite payé une action chère, qui a déjà pris un certain pourcentage sur les dernières heures ou les derniers jours, pour jouer une accélération haussière. C'est plutôt mon style de trading, parce que je suis plutôt assez court terme. Je peux rester quelques heures, quelques jours, mais rarement quelques semaines ou quelques mois. Sauf sur un portefeuille que je gère différemment, mais en règle générale, le plus gros de mes transactions se fait à la semaine. Les unités semaine maximum. Oui, parce que comme on dit souvent, et parfois il vaut peut-être mieux payer un peu plus cher, mais payer sur breakout pour être sûr, tu vois, de rentrer au bon moment. Que de se faire avoir. C'est vraiment un truc que Chris en fait m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Moi j'ai vraiment... Vas-y, pardon. Non, pas de problème. Non, je disais que c'était vraiment ce qui me disait à chaque fois, il vaut mieux payer sur breakout, comme ça t'es sûr, parce que si après par la suite ça consomme, t'es bloqué et voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est important. Non, c'est cool. C'est une chouette façon de trader. Moi, j'ai une question, Olivier. Quand tu es invalidé, est-ce que tu sors et quitte à repayer pour rentrer après? Ouais, ça m'arrive souvent. Là, récemment, par exemple, sur Valneva. Ouais. Je suis rentré, parce que c'est récent, j'ai le trade en tête, je suis rentré pour la dernière fois hier à 21,70. Mais avant ça, j'ai peut-être eu 2-3 échecs, tu vois, parce qu'elle a fait du range entre 21,50 et 21,70, donc grosso modo, je sais pas, je suis peut-être rentré à un moment donné à 21,60 avec un stop court, parce qu'elle avait déjà pas mal bougé, et puis j'essaie de rentrer en grosse position. Donc j'ai eu une invalidation je pense au moins 2 fois, et puis après j'ai repris position. Elle a fait un peu plus cher que l'invalidation que j'avais eue, mais ça me posait pas de problème parce que la configuration redevenait intéressante. Donc pour moi c'est pas problématique. Je sais qu'il y a des personnes, une fois qu'ils sont invalidés, n'arrivent pas à repayer une position. Moi c'est pas du tout un problème, parce que alors après ça demande une mécanique d'esprit. Il faut accepter d'avoir perdu et c'est vite se remettre dans une position d'un nouveau trade pour repartir de l'avant. C'est pas facile. Ouais, ça demande un esprit, mais c'est ce que nous on en discute très souvent dans le groupe, et moi j'ai tendance à dire comme toi, je m'en fiche un peu d'être invalidé. Si je dois re-rentrer par la suite, je re-rentre.
Mais en fait, ça suppose, comme tu dis, un peu une mécanique robotique. Et, C'est ça, exact. et se détacher un peu des choses en fait. Mais tu confirmes que ça reste une bonne technique quand on veut faire du day trading. Ne pas hésiter Ah à oui, sortir si on est invalidé. ouais, tout à fait. Alors après, ça dépend de la taille de la position. Là, Ouais, bien sûr. j'avais mis un stop peut-être aux alentours de 1%. Alors, si je prends cet exemple-là, j'ai peut-être perdu 1,5 ou 2%, mais après, je suis quand même content du coup d'avoir repayé à 21,70 et j'ai même renforcé hier à la clôture. Et là, tu vois, j'ai vendu aux alentours de 24. Ouais, bien Donc, sûr. bon, si je m'étais arrêté sur mon échec, je pense que j'aurais été un peu vert. Frustré, ouais, bien sûr, ouais, frustré Ouais, c'est ça. complètement. Ok, et toi alors Adrien, du coup, toi tu as une approche totalement différente. Alors, est-ce que tu peux nous parler pour le coup, de tes process de trading? Alors moi ça m'intéresse d'autant plus que, comme tu le sais, j'ai un côté un peu plus day swing trader également. Bien sûr. Alors moi j'ai une approche qui est plus je progresse, plus elle est simpliste. Et j'ai l'impression de régresser techniquement, mais je dirais que c'est de la régression contrôlée, on va dire. Tant mieux. Disons que dans l'approche, moi j'ai une approche multi-frame, c'est-à-dire que je pars d'une Ouais, unité longue, l'hebdo est ma référence. Contrairement au d'accord. mensuel, parce que pour moi l'hebdo a le mérite de décrire le mensuel de façon un petit peu plus précise, et Mhm. ce qui me suffit en règle générale pour déterminer des débuts de tendance et des retournements. Donc l'hebdo est vraiment mon unité de référence pour mon portefeuille de trend. Puis Ouais, je passe au daily. Et enfin, j'aime beaucoup le H2. Je descends rarement en dessous, vraiment, ou alors pour des opérations sur le portefeuille d'intraday où je vais aller sur du 15 et du ouais. JR. Et en Mhm. trend pur, c'est hebdo, daily, H2. H2 pour déterminer les meilleures entrées, ensuite daily pour identifier la force de la tendance, et hebdo pour définir le retournement, le début ou la fin de la tendance. Donc l'hebdo est vraiment D'accord. ma référence et ma boussole, quoi. D'accord. Ensuite, Euh, vis-à-vis des Vas-y. indicateurs techniques, Ouais. j'ai vraiment très peu. En fait, j'ai appris à les utiliser à peu près tous. Je les ai tous expérimentés, du Mhm. Shimoku en passant par les Bollinger. Vous savez que les Bollinger ou les Bollinger sont très utilisés par les trend followers US, de Ouais. même que les moyennes mobiles. Donc, j'ai eu cette période où j'ai essayé d'expérimenter un maximum de ces indicateurs pour voir ce qui me convenait le mieux. Et en fait, bah, de la même manière que j'ai une espèce de régression technique, bah, je supprime et il me reste en fait quasiment que du price action, des moyennes D'accord. mobiles, et ensuite j'utilise PRT Band, vous savez l'indicateur de Christophe de Trend France, Ouais. que j'ai depuis mes débuts, qui me sert uniquement de support visuel et en fait j'apprécie l'avoir. Je l'utilise pas du tout de façon technique, il me sert juste de Mhm. confort visuel, que je D'accord. couple avec Inachi, c'est l'une de mes particularités aussi ont un petit peu le même rôle. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Kinashi, c'est très peu utilisé Ouais. parce que justement on perd les gaps, on perd la lisibilité. Moi l'idée c'est justement de réduire en fait mon facteur stress pour que mon money management prenne le relais en ayant une vision très binaire, j'achète ou je vends. Du coup bah, D'accord. Ekinashi plaît à mes outils de trend et ensuite mon cadrage, bah, ça me permet en fait d'avoir une approche vraiment binaire, simple, fait que bah, je ne vais pas réfléchir longtemps. Voilà. Moi, vraiment, tout mon travail pendant ces 2 ans, c'était d'arriver à cette espèce d'équilibre mental qui fait que je n'ai pas à réfléchir. Si je prends ma perte, je dois prendre ma perte. Si je rentre sans réfléchir si c'est trop haut. Et en fait, bah voilà, c'est là que je retire le plus de confort dans mon trading. C'est un système simple qui fonctionne et qui me permet en fait d'enlever mon cerveau, quoi. D'accord. Donc tu consacres beaucoup de temps à soigner tes entrées ou pas spécialement? En fait, ça dépend. Disons que je gère 3 portefeuilles distincts, ce qui fait que des fois j'ai un petit peu D'accord. une approche schizophrène parce que sur le portefeuille principal, c'est du trend pur comme j'ai pu faire en 2020. Ok. Celui-ci, je passe moins d'un ordre tous les 2 mois. Vraiment, j'accroche une tendance avec l'entrée la plus optimisée selon ma condition. Et comme une moule sur un rocher, après j'essaye de Ouais. rester accroché, je subis les D'accord. consolidations et je reste dessus le plus longtemps possible. Et c'est ce qui fait que j'arrive à accrocher vraiment des tendances sur le long terme. Donc celui-ci, euh, je vais pas optimiser aux petits oignons, je vais juste essayer d'accrocher, de passer le plus vite D'accord. possible Prends le la tendance. break-even, euh, Mhm. voilà, et de rester sur la position jusqu'à ce qu'on ait un retournement. Ce qui fait que par exemple, D'accord. j'étais sur des Richebourg sur le portefeuille Trend Mhm. Ouais. depuis quasiment décembre 2020. Ouais. C'est beau. Et en fait, j'ai toujours ma position sans avoir pris de profit partiel. Là, en Mhm. ce moment, je suis un petit peu en surveillance parce que si on regardera le graphe tout à l'heure, Mhm. disons qu'on a un début de zone de neutralité, quoi. Vous savez, on passe d'une tendance Ouais. haussière à neutre avant Mhm. qu'elle devienne baissière.
Là, voilà, je suis pas encore au stade où je prends mes profits, mais j'y réfléchis un petit peu, quoi. Et Et sinon, alors, après, sur le portefeuille principal, lui, c'est plus, comme je vous disais tout à l'heure, là, du swing following. C'est en gros, c'est des ouais, positions que je prends en, pareil, même cadrage, hebdo, daily, H2. Et en fait, d'accord, celui-ci, le jeu, c'est d'éviter de subir les consolidations les plus fortes. Mais je ne ok, sors jamais au plus haut et je n'entre jamais au plus bas. Je plus rentre bas, toujours ouais. au breakout, jamais de support. Mhm. Mais c'est que je vais éviter, par exemple, si on prend un exemple récent, c'était sur Morel Prom. Morel Prom, elle a Ouais, fait une poussée haussière de quelques jours, je crois que c'était quasiment du 20 septembre à début novembre. Elle a pris ouais, 44%. c'est ça. Moi, sur ma position, j'ai pris l'équivalent. En gros, j'ai pris l'accélération. Je suis monté, Ouais, j'étais en position de 44% et je suis sorti à plus 30%. Ce qui fait qu'en fait, d'accord. je subis une partie de la consolidation, j'optimise pas ma sortie pour essayer de sortir au plus haut. Mais en tout cas, j'essaye de capter un peu, comme on dit, l'essence de la tendance, quoi. Ouais, tu surfes la vague en fait. Voilà, exactement. Donc sur ce portefeuille-là, ça va être un petit peu cette dynamique qui est plus chronophage. Mon ratio temps-rendement est moins bon. Et bon, Ouais, limite, sur du court terme et du moyen terme, l'intraday et le swing est plus rentable que le trend. Et le trend sort l'épingle du jeu sur le ratio temps-rendement qui est bien sûr, bien. ouais. Mm. Et au niveau de tes invalidations, au niveau de tes stops, est-ce que tu as des règles qui diffèrent en fonction justement de tes portefeuilles? Ou Ouais, est-ce tout que à tu fait. appliques la même règle ou pas? Non, en fait, donc sur le portefeuille le plus gros en taille, qui me prend le moins de temps, lui, c'est je tiens jusqu'à retournement en fait en price action. Je définis Hmm. ma tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. À partir du moment où on a une cassure de ce niveau-là, je prends la moitié de mes profits par principe, D'accord. quitte Ok. après à garder la position si on relance une tendance haussière. Mais celui-ci, franchement, je suis en position depuis le crack de l'année dernière. Sur celui-ci, c'est quasiment que des big caps. Je le partage aussi sur Twitter, il faudrait que je le réactualise. Et celui-ci, je n'ai pas coupé une seule position depuis le crack de l'année dernière. Je vais vous dire. J'ai juste arbitré entre Worldline et Total. Donc celui-ci, c'est quasiment du passif, vraiment. Mais ça reste du trend long terme. Sur le portefeuille trend classique, je peux avoir une approche un petit peu plus proactive. C'est-à-dire que je vais passer genre un ordre par mois pour optimiser une position, la remplacer par une plus rapide ou une qui stagne un petit peu. Et sur le portefeuille swing, j'ai une durée de détention de quelques jours à quelques semaines, rarement quelques heures. En général, j'essaie quand même d'accrocher un petit D'accord. peu. Voilà, ce qui fait que j'ai ces trois approches, donc c'était un petit peu long à décrire, mais voilà, parfois je suis obligé de Non, non, changer. c'est intéressant. Ouais. Non, non, c'est intéressant justement de bien quantifier tes approches différentes. Non, non, pour les gens On de la pourra faire des communauté, non. exemples tout à l'heure avec les Ouais, graphes, on fera peut-être plus parlant que comme ça en monologue, quoi. d'accord. Il y a juste deux questions, alors, enfin là pour le moment il y en a deux. Du coup, donc quand tu utilises Ekinashi, on me demande si c'est vert, t'achètes, et si c'est rouge, tu vends. On y va. Ouais. Et je trouvais que c'était pas mal. Si seulement j'arrivais à trouver ce point-là, ça m'irait bien, mais disons que je cadre Ekinashi avec mes tendances, et mes tendances, je les cadre par des résistances obliques baissières, des trendlines, des résistances et des supports. Ok. J'ai mon price action qui est, moi, vraiment, on reviendra là-dessus, mais c'est philosophique, c'est le price action détermine tout. Vraiment, D'accord. Hmm. pas de moyen mobile, quoi que ce soit, c'est le price action. Ensuite, Hmm. ce que je construis autour, c'est pour encadrer ce ratio du prix. Donc ça ne sera pas une invalidation avec une moyenne mobile, ce sera uniquement une invalidation au niveau de la tendance. Si elle casse sa tendance haussière, je vous présenterai des exemples en fait selon. Parce qu'en fait, chacun a sa définition d'une tendance haussière, en fait, il n'y a pas de définition scientifique. Mais disons qu'à partir du moment où on casse le mouvement de moyen terme, pour moi on change de polarité et de tendance et du coup je Hmm. change d'attitude dessus. Ok, c'est top. Merci. Et alors une question alors pour Olivier. En fait la question c'est toi tu ne descends jamais en dessous des 15 minutes alors quand tu analyses un graphe. Voilà, c'est une question. Non, non, je me suis mal exprimé. Non, ce que je fais en règle générale, c'est j'utilise des graphes en journalier. Après, je passe en 15 minutes pour optimiser mon entrée sur la valeur. C'est-à-dire que si par exemple je veux rentrer sur McFly, aujourd'hui, je vais passer en 15 minutes et je vais essayer de voir à quel moment c'est le plus opportun de rentrer sur la valeur. Ok, d'accord. D'accord, ok. Mais tu ne vas jamais analyser par exemple en 5 minutes.
C'est très rare. Très rare. C'est rare. Ok. Ouais, je le fais, enfin je l'ai déjà fait, mais c'est très rare parce qu'en plus là en 2021 il y a la guerre des algos, ils se fausse un peu carnet Mm. d'ordre et tout, c'est hyper compliqué je trouve, donc je préfère avoir un regard en 15 minutes, c'est quand même plus fiable.